pouvais construire du bonheur. Donc, on va maintenant aborder le deuxième cours de l'épistémologie. C'est la suite de ce qu'on a fait la dernière fois. Nous avions commencé à aborder le sens de l'épistémologie chez Platon et ensuite nous l'avons fait également avec le début de la pensée, on va dire, d'Aristote. Et là, on va continuer avec la pensée d'Aristote, non plus sur les syllogismes comme on l'avait fait l'autre jour, mais on va passer à la question de la nature. C'est-à-dire que Aristote, vous savez, à la différence de Platon, c'est pas le penseur de la dichotomie des idées avec un arrière-plan, un arrière-monde qui renvoie aux idées et aux valeurs pour avoir ensuite, on va dire, un ici-bas de l'illusion et de l'opinion. Nous allons avoir ici la notion de nature chez Aristote, qui est une notion qui renvoie aux êtres. C'est-à-dire pour lui, il définit, il le dit, parmi les êtres, les uns sont par nature, les autres sont par cause, donc schéma de causalité, par nature, les animaux et leurs parties, les plantes et leur corps simple, terre, feu, eau, air. De ces choses, en effet, et des autres de même sorte, on dit qu'elles sont par nature. Et oui, parce on s'autorisera à dire qu'il y a ce qui est par nature, c'est-à-dire naturellement, et ce qui est fait par l'art, c'est-à-dire par une technique artificiellement. Donc, par nature, ce sont des êtres qui sont animés et qui souvent ont une âme. On a les trois âmes chez Aristote, végétative, motrice pour l'animal, et on a l'âme rationnelle pour l'humain. Et on a aussi dans la nature des êtres qui sont dans la fixité. Et quand on parle de fixité, c'est une fixité, on va dire, relative, puisqu'on parle non seulement d'un principe de mouvement, mais aussi d'une mobilité possible de l'objet. Si je dis l'objet, c'est l'objet de la nature, vous l'avez bien compris. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'en fait, dans la nature, on va trouver des êtres qui s'orientent ou qui sont déterminés à partir d'une finalité. Et la finalité, elle est prédéfinie en quelque sorte par l'âme qui est donnée avec, qui est immanente au corps. Cette âme qui est immanente au corps, qui est donnée avec ce corps, qui est en quelque sorte l'accomplissement, ce qui permet l'accomplissement du corps, eh bien, c'est elle qui va, non seulement définir le vivant, mais c'est aussi ce qui va lui donner sa forme finale, finalisée. Alors, si on prend une plante, elle a une âme végétative. En quoi ça consiste? Naître, croître, pousser. Nascor, naître, croître, pousser, ça veut dire que la plante pousse, elle se développe, elle s'oriente en fonction du soleil, elle puise dans la terre ce dont elle a besoin, et une fois qu'elle a fait ça, eh bien, elle a réalisé la totalité des potentialités de son âme. Elle peut effectivement fleurir, elle peut donner le fruit. Enfin bref, dans la nature, la finalité, c'est le naître, croître, pousser, et ça ne va pas plus loin. Pour ce qui est de l'animal, on sait qu'il a une chose supplémentaire, c'est qu'il a la motricité. Donc lui, il a le nascor, naître, croître, pousser. Il a aussi l'idée du déplacement. C'est ce qui fait que l'animal pouvant se rendre d'un lieu à un autre, déjà, il peut être dans une mobilité qui pourrait le rendre, entre guillemets, migrateur. Il bouge, il se déplace en fonction de ses instincts. Et en même temps, il a une motricité qui lui permet de se déplacer dans son environnement naturel pour comprendre comment cet environnement, en quelque sorte, interagit avec lui et pour intelligérer. Intelligérer, ça veut dire relier entre. Donc, l'animal est capable de motricité et il est capable d'intelligérer. Un singe, par exemple, qui voit dans un arbre des bananes qu'il aimerait manger, il voit comment monter à l'arbre, il y monte, il récupère sa banane et à ce moment-là, il peut la manger. S'il a envie de se nourrir de fourmis et que ces fourmis sont des fourmis qui sont, qui pourraient être néfastes à sa santé parce qu'elles pourraient le dévorer s'il tombait dans la fourmilière énorme constituée de fourmis rouges, par exemple, eh bien, il va être malin, il va prendre un brin d'herbe, il va le nettoyer de telle sorte que ça fasse une paille, il va monter dans un arbre, se pendre par ses pattes et ensuite va directement planter sa paille, on va dire, dans la fourmilière, comme s'il allait boire la fourmilière. Et là, à partir de ce moment-là, il a évité d'être en contact avec un animal qui pourrait être nuisible. Il a intelligéré, il a relié le désir ou l'envie de consommer telle ou telle fourmi
Deuxièmement, il a relié que le brin d'herbe pouvait lui servir de paille. Et troisièmement, il a compris qu'il pouvait s'accrocher à un arbre sans tomber dans la fourmilière. L'intelligere, c'est la façon dont on relie les choses. Et ce n'est pas la même chose que l'âme humaine qui est rationnelle et dont la finalité est nascor, naître, croître, pousser. Bien entendu, intelligere, nous relions les choses entre elles. C'est pour ça qu'elles font sens, elles prennent elles prennent du lien entre elles, ce qui fait que nous comprenons dans quel univers nous sommes amenés à vivre, pardon. Et enfin, la rationalité qui fait que l'homme, à la différence de la plante et de l'animal, peut réfléchir, déduire et donc, comme dirait Aristote, établir une logique qu'il symbolise ensuite par le biais des prémices qui lui permettent de rédiger ou de repenser le syllogisme. Donc, nous sommes dans un acte de logique pure, nous sommes dans un acte de pensée pure qui n'a plus vraiment à voir avec la pensée végétative de la plante, qui a juste pour vocation d'être, de se nourrir, de se pousser, de pousser, de se déployer et de déployer sa propre telos, c'est-à-dire sa finalité. Aristote est sensible à la finalité parce que la finalité détermine finalement l'orientation de chaque vivant, c'est-à-dire que l'âme qui est donnée à la naissance, qu'on appellerait un principe immanent, cette âme, vu qu'elle a déjà, elle est prédéfinie, étant prédéfinie, eh bien, amène ensuite les individus, non seulement à se repenser autrement, mais aussi à actualiser d'une certaine façon ce qu'ils sont, parce que dans la nature, eh bien, ils sont en fonction des principes logiques qu'on a évoqués la dernière fois à partir des catégories. On a parlé de l'accident, hein, si Socrate est malade ou s'il se tord la cheville, eh bien, nous pouvons avoir des accidents de la substance, mais en dehors des accidents de la substance, eh bien, le pied de fraisier va produire la fraise, hein, il y a une finalité logique de la nature. Par contre, l'homme est amené à créer des objets, artefacts, hein, de la technique, mais il est aussi amené à penser et à se penser dans un univers à partir duquel eh bien, il crée de la signification et il peut aussi être dans l'inauguration. L'homme inaugure dans le monde parce il possède, on va dire, une raison. Ça, c'est un des points qui est important à rappeler. Ensuite, l'art, c'est quelque chose qui nous rappelle qu'il y a une sorte d'impuissance. Pourquoi il y a une sorte d'impuissance? Parce que finalement, si l'homme n'est pas dans la capacité de tout produire par lui-même, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va interagir avec lui. C'est cette nature qu'il va transformer par l'objet. On dit souvent que l'outil, rappelez-vous, il y a un ouvrage d'Aristote qui s'appelle l'Organon. L'outil, c'est l'organe, c'est le prolongement de la main, comme dirait Bergson, qui permet à l'homme de transformer la nature, hein, la physis, en quelque chose qui serait de l'art, artifice, artefact. La technique, c'est donc le résultat de la transformation de la nature par l'homme, mais c'est aussi la création d'un artifice. À partir de ce moment-là, on sait qu'il y a de la télos dans la nature, mais on sait aussi qu'il y a parallèlement de la finalité pour l'homme à produire un objet en vue d'eux. Alors, quand on parle de la technique, imaginons, si je suis le charpentier et que j'ai besoin d'un ciseau à bois, je crée le ciseau à bois parce que la finalité de l'objet, c'est de transformer le bois, ce que je ne pourrais pas faire dans la nature si je n'avais pas l'outil. Donc, ça veut dire que la nature peut être prolongée par l'outil, c'est-à-dire par la fabrique d'un objet qui permet ensuite de transformer la nature. Tout ça, ça nous renvoie à de la télos, la finalité de la chose, mais ça nous renvoie aussi à une théorie des 4 causes. Pourquoi une théorie des 4 causes? Eh bien, tout simplement parce que pour Aristote, il y a 4 causes qui interviennent dans la réalisation, par exemple, d'un objet. Alors, il faut de la matière, il va falloir de la forme, il va falloir de l'efficience et il va falloir de la finalité. Quand on parle de la matière, il distingue 2 types de matière. La matière brute, c'est celle qu'on retrouve dans la nature. Alors, par exemple, un arbre, c'est du bois brut, c'est de la matière brute. À côté de l'arbre matière brute, il y a la planche, c'est-à-dire qu'on est dans une matière première, c'est-à-dire que c'est une matière
qui a déjà été travaillée de telle façon qu'elle n'est pas, comment dire, à son état naturel, brut. En même temps, Aristote nous dit que l'arbre est déjà susceptible d'accueillir sa transformation pour devenir la commode. Parce que le bois a cette spécificité qui lui permet, en fin de compte, d'être taillé en planches. Ces planches peuvent être associées les unes aux autres et à partir de ce moment-là, donner le petit meuble en bois. Donc, quand on y réfléchit, il y a une matière qui se décompose de deux types de matière, la matière brute et la matière première. Souvent, lorsque l'homme intervient sur la matière pour fabriquer quelque chose, il intervient sur la matière première. La matière première, c'est l'origine, c'est ce en quoi sera fait l'objet. Imaginons une commode, eh bien, elle sera en bois. La matière, on va dire, formelle, c'est le plan. Est-ce que c'est une commode à 3 tiroirs, 4 tiroirs? Est-ce qu'il y aura des pieds de telle forme ou de telle autre? Les poignées aussi, ça, c'est la forme. C'est-à-dire, c'est l'objet tel qu'il est envisagé. Mais il est envisagé à partir d'une forme que le bois est susceptible d'accueillir. Sinon, le bois casse, par exemple. Et ensuite, nous avons la troisième forme qui est la cause efficiente. Troisième cause, la cause efficiente. Cette cause efficiente, c'est la façon dont on pense le plan de l'objet. Donc, il y a le bois, il y a l'idée de faire la commode, et ensuite, il y a la commode elle-même telle qu'elle est réalisée sur le plan. Et une fois qu'on met en œuvre l'efficience de l'objet, eh bien, on peut aller vers une cause finale, c'est-à-dire qu'effectivement, on a pris le bois, on a considéré la forme de l'armoire ou de la commode, on a, avec une efficience, c'est-à-dire qu'on a mis en puissance, on a mis en acte, ce qui était en puissance dans la matière, et comme on a mis en acte ce qui était en puissance dans la matière, on arrive à créer le meuble. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une matière brute, l'arbre, mais l'arbre, en puissance, peut devenir la commode. Les couples, puissance et acte, virtuel et factuel, sont des couples que vous retrouvez, des binômes de concepts que vous retrouvez régulièrement chez Aristote. Pourquoi? Parce que Aristote est un penseur de cette théorie des 4 causes. Donc, pour lui, dans le bois est en puissance le meuble. Si la main de l'homme n'intervient pas, s'il n'y a pas le plan pensé par l'homme, le meuble n'existera pas. Donc, il y a bien une théorie des 4 causes qui permet à une matière brute d'être transformée en un artefact, c'est-à-dire un objet artificiel, technique, etc. Quand cet objet est réalisé, il est finalisé. Et comme il est finalisé et qu'on le regarde et on dit « Ah, mais qu'est-ce qu'elle est belle, ma commode, je la trouve jolie, elle est à mon goût, elle est adaptée à la pièce de ma maison, etc. etc. » Quand j'en arrive à ce jugement-là, c'est que finalement, la matière a trouvé sa forme, elle est donc achevée. La cause finale, c'est en quelque sorte la matière qui a pu accueillir le plan et la dynamique qui l'a transformé au point qu'elle a trouvé son entéléchie. Entéléchia en grec signifie sa finalité, son achèvement. Donc, la matière a trouvé son achèvement dans la commode. Le bois brut a pris une première transformation entre le tronc d'arbre et la planche, a trouvé sa finalité dans la réalité de la commode. Donc, c'est intéressant de comprendre cette façon dont Aristote n'entrevoit pas une finalité qui viendrait d'en haut, de la même manière qu'il ne pose pas à l'origine ce qui initie ce qu'il y a en bas. Tout est sur le même plan, un plan qui est celui de l'immanence donnée avec des êtres naturels qui sont déterminés à partir de degrés de capacité, on va dire, des âmes, et en même temps, à partir de la matière qui, elle, est inanimée et qui a besoin de la main de l'homme pour être transformée, et c'est ce qu'on appellera la cause-efficience. Et une fois qu'on a compris qu'une cause-efficience intervient pour la réalisation de la commode, on comprend comment Dieu, premier moteur, alors on va reprendre un terme qui était plus correct à l'époque, l'être avec un grand E, premier moteur,
sera la première cause de la totalité de tout ce qui est. Je reprends, la première cause de la totalité de tout ce qui est. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que pour Aristote, il y avait une grande matière, une matière inerte, et cette matière inerte n'attendait qu'une chose, c'était sa forme pour s'actualiser. Vous voyez, on reprend la théorie des quatre causes, mais de manière plus, comment dire, plus généralisée, plus, comment dire, plus dynamique peut-être, parce que là, on parle de la totalité du monde qui est en mouvement, mais pas seulement en dynamique, on la voit dans une totalité qui se réalise. C'est en comprenant comment les quatre causes interviennent dans la transformation du bois pour faire une commode, c'est en comprenant le vitalisme qu'il y a dans la matière à partir des 3 degrés d'âme qui sont chacune prédéterminées en fonction d'une fin qu'elles se doivent de réaliser, que nous pouvons comprendre comment Dieu, qui est le premier moteur, en dehors de la création, a pu mettre un premier mouvement, cette première kitchenette au monde, c'est-à-dire à la matière, pour qu'en se mettant en mouvement et par force dérivative, elle puisse produire la totalité de ce qui est, sans que la force initialement engagée par l'être efficient qu'est Dieu, le premier moteur, ne s'épuise dans le temps, sinon ça voudrait dire que c'est la fin du monde, comme si le mouvement avait été mis et que petit à petit, cette fin allait se ralentir, se freiner d'elle-même et donc arrêter le monde. Donc il faut que la même quantité de force se conserve de manière dérivative dans le monde. Et en même temps, je crois que c'est la plus grande des questions pour la philosophie d'Aristote, enfin moi en tout cas elle me laisse perplexe toujours depuis des années, le premier moteur, qu'on appelle Dieu nous par rapport à notre vision, mais lui il l'appelle le premier moteur, l'être premier, la cause première, la cause suffisante du monde, parce qu'elle se suffit à elle-même pour tout engendrer, mais elle n'engendre pas la matière, je l'ai dit, elle est là, elle engendre juste le mouvement dans la matière qui lui donne sa forme. Eh bien, cette cause première est immobile. Nous avons donc un être immobile qui met en mouvement la mobilité de la totalité de la matière. Et c'est ce mouvement, c'est cette aventure du mouvement dans la matière qui donne la totalité de ce qui est. Donc, quand on a compris ça, eh bien, on est déjà dans ce rapport au questionnement de la matière avec la distinction de cette matière inerte qui est en puissance et qui attend son acte. La matière inerte en puissance attend donc l'acte de Dieu, c'est-à-dire le premier moteur qui met le premier mouvement, pour pouvoir être dans la totalité et actualiser la totalité de ce qui est. La nature a donc trouvé sa finalité dans le premier mouvement donné à la nature par l'être premier. Dans cette nature, nous trouvons donc des êtres qui possèdent en eux une âme, c'est-à-dire un petit moteur personnel. Je la fais comme ça pour que vous compreniez bien. Et d'un autre côté, vous avez des choses qui n'ont pas de moteur et qu'il leur faut un mouvement. Les planètes ont besoin d'un mouvement lancé par ce premier moteur. De la même manière que le caillou, si je veux le faire tomber du premier étage de ma maison, il faut bien que je monte au premier étage avec lui pour le lâcher d'en haut. Il faut donc à l'objet inanimé que quelqu'un l'anime. Voilà, c'est-à-dire que je prends la pierre, je la fais retomber, elle retourne là d'où elle venait, c'est-à-dire à partir de la gravité, la matière rejoint la matière, mais il n'y a rien d'autre à concevoir, si ce n'est qu'il y a dans la nature des êtres animés, des êtres inanimés. C'est l'objet de la citation que je vous ai lue ou du petit texte que je vous ai lu tout à l'heure. Il y a des objets animés, d'autres inanimés. Il y a un premier moteur qui a mis en mouvement l'ensemble de l'univers, un peu comme on pourrait penser ces joueurs qui posent des petits dominos et qui mettent la première impulsion. Ils sont en dehors de la figure, mais une fois qu'ils ont mis l'impulsion, tout se réalise, toute la forme, toute la figure. Et donc, il faut bien que le premier moteur ait bien mu cette matière, parce que sinon, à un moment donné, vous l'avez bien vu, quand les compétiteurs échouent, c'est quand le domino va tomber, et puis il ne touche pas le suivant, donc ça arrête le mouvement. Ou alors quand on a tellement initié de dominos qu'à la fin, la petite impulsion qui reste, ne suffit pas à faire tomber le domino suivant. Il fallait donc, selon Aristote, qu'il y ait une matière première inerte, immobile, un premier moteur qui lui-même est immobile, mais qui arrive à enclencher, c'est ça le grand mystère divin pour moi,
ou enfin en tout cas le grand mystère de ce premier moteur, de cet être premier. Il fallait donc qu'il y ait ce premier mouvement initié dans la matière, pour qu'il y ait ensuite une actualisation de la matière, qui en puissance, comme le tronc de l'arbre, attendait à être en forme, mise en forme, et l'univers est la mise en forme par le premier moteur d'une totalité. Nous participons de cette totalité parce que nous-mêmes, nous sommes matière et forme. Matière parce que nous sommes faits de chair, d'os et de sang, et la forme parce que nous avons une âme qui a été donnée avec, qui est immanente au corps et qui nous permet d'actualiser la totalité. Je vais vous lire un petit extrait, parce que j'aime bien lire les extraits. Alors, pour certains, la nature et la substance des choses qui sont par nature semblent être le sujet prochain et informe par soi. Par exemple, la nature du lit ne serait le bois, de la statue l'airain. En un sens, donc, on appelle nature la matière. On aurait tendance à réduire effectivement à la matière. Mais, en un autre sens, c'est le type et la forme définissable. D'une chose artificielle, nous ne dirons pas qu'elle n'a rien de conforme à l'art si elle est seulement lit en puissance et ne possède pas encore la forme du lit, ni qu'il y a en elle de l'art. De même, d'une chose constituée naturellement, en effet, la chair ou l'os, en puissance, n'ont pas encore leur propre nature et n'existent pas par nature tant qu'ils n'ont pas reçu la forme de la chair et de l'os. Et pour ça, il faut être animé, il faut une âme. Par matière, j'entends par exemple l'airain, par forme la configuration qu'elle revêt, et par le composé des deux, la statue, le tout concret. Voilà, le tout concret. Donc, l'univers existe en tant que, le cosmos existe en tant que tout concret, dès lors que la matière qui était inerte avait reçu du premier moteur son mouvement. De la même manière que nous, vivants, nous sommes en puissance parce que nous parvenons en réalité à actualiser notre matière, nous parvenons à actualiser à partir de notre propre fond, puisque nous sommes dans une immanence, la totalité de ce que nous sommes. Je vous lis la suite sur l'acte et la puissance. L'acte est le fait pour une chose d'exister en réalité et non de la façon dont nous disons qu'elle existe en puissance. Quand nous disons par exemple qu'Hermès est en puissance dans le bois, ou quand nous appelons savant en puissance, celui qui même ne spécule pas s'il a la faculté de spéculer. Donc ça veut dire que je suis en puissance, un être qui est capable de rationalité, mais si je ne réfléchis pas et j'agis bêtement comme un sot, eh bien au final, c'est comme si je n'avais pas cette âme qui me permet de rationaliser. Donc je suis un être de chair et de sang qui prend forme dès lors qu'il a accueilli une âme. Cette âme transforme la matière. En puissance, je peux user de mon intelligence. En puissance, je peux user de mon intelligence, ma faculté, de jouer de la musique. En puissance, je peux avoir la possibilité d'avoir un bon coup de crayon. Et la réalité, c'est que si jamais de ma vie je ne fais de dessin, ça restera en puissance sans jamais être actualisé. Si je fais de la musique, j'aurai actualisé mon talent pour la musique. Et si je réfléchis, eh bien, je suis un être rationnel qui use ce qu'il possède en lui. Ce qui veut dire que la puissance et l'acte, finalement, sont des couples qui ne sont pas, liés de telle manière que tout est nécessaire. En gros, en puissance, je pourrais être, je ne sais pas moi, une grande dessinatrice, sauf que si je n'ai jamais essayé le dessin, je ne le saurai jamais. Voilà. Donc, il y a en puissance des possibilités qui ne seront peut-être jamais exploitées et qui resteront là, en latence, qui virtuellement auraient pu être exploitées, mais en réalité ne le seront jamais. Ça, c'est Aristote. Rappelez-vous, j'ouvre la petite parenthèse, que pour Leibniz, la monade actualise ses prédicats et elle travaille à actualiser ses prédicats. C'est pour ça que Leibniz critique le repos qui est le pas vers la bêtise, parce qu'il estime que si en moi j'ai une multiplicité, une multitude de potentialités, si je ne les exploite pas et si je ne me perfectionne que dans une des potentialités, eh bien finalement, c'est comme si j'avais gâché le contenu de ma monade en laissant passer des qualités qui auraient pu être miennes et en les laissant de manière inexploitée.
Voilà, ça c'est intéressant, vous voyez. Donc, on est loin de Platon, hein. Rappelez-vous, quand on a abordé Platon, on était sur un monde divisé en deux, un arrière-monde avec les archétypes, la pureté des archétypes. En bas, nous avions un monde, comment dire, surfait, celui de l'opinion, celui de la doxa. Ici, tout se joue sur le même plan, seulement dans ce plan, il y a une sorte d'union entre la puissance et l'acte qui permettent ou non à la chose de se réaliser pleinement et donc de trouver tout son sens. Et nous sommes bien, évidemment, dans une dynamique qui peut ensuite nous rapprocher, nous, en tant qu'humains, à ce que nous devons être, à savoir, l'homme est un animal politique. Une fois que nous avons été engendrés, une fois que notre âme travaille à ce que nous sommes, il faut aussi que nous intégrions la cité, parce que pour Aristote, quelqu'un qui n'est pas dans la cité, c'est quelqu'un qui finalement, et là c'est un peu, comment dire, enfin, c'est presque rude ce que je vais vous dire. Pour lui, c'est la brute épaisse qui ne peut pas se sociabiliser. Celui qui ne vit pas dans la cité est une brute, nous dit Aristote, parce que pour lui, l'idéal de l'homme, c'est d'être le citoyen, l'être politique, c'est-à-dire celui qui vit avec les autres, qui peut développer d'ailleurs une science politique, puisque à force comment dire, de fréquenter les autres citoyens au cœur de l'agora, ben vous vous rendez compte que cette rencontre particulière avec autrui, eh bien, vous permet de vous améliorer dans le lien social en pensant davantage d'ailleurs à la cité qu'à vous-même. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut produire ce qui relèvera d'une économia, hein, d'une économie, de la puissance, on peut produire un travail et on peut en même temps produire tout ce qui va d'une certaine façon nous amener vers les arts et l'industrie et donc ce qui va bonifier la cité. Il s'agit donc pour Aristote d'envisager cette possibilité permanente de s'élever vers le bien suprême, mais pas parce qu'il est là-haut, mais parce qu'il est pour nous un idéal à atteindre, c'est une valeur qui est une vertu qu'on va placer à l'horizon de nos actes, c'est-à-dire on regarde le chemin devant soi et devant soi, au bout, à terme, le terminus du chemin, c'est le bien suprême. Et ce bien suprême est une vertu parce que c'est la vertu de l'application du citoyen dans la cité. En même temps, c'est une vertu parce qu'il s'agit à ce moment-là d'envisager que le bien suprême, c'est aussi la perfection et c'est l'équité dans la chose, c'est-à-dire la bonne harmonie des choses. Sinon, bah, regardez, si je prends le bois, que je fais le plan, mais que le plan est mal fait, la commode peut être bancale. Ou alors, je peux très bien avoir prévu de faire des tiroirs, et au moment où je veux les enclencher, il y en a un qui est trop grand, ça passe pas. Donc, ça veut dire que quelque part, il faut qu'il y ait un juste calcul, il faut qu'il y ait une équité, il faut qu'il y ait une réflexion pour qu'à terme, l'objet soit fidèle à ce que je souhaitais, de la même manière que mon acte doit aussi rentrer dans ce qu'on va dire le moule de l'éthique, hein, comme dirait Aristote à son fils Nicomaque, de l'éthique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la juste proportion des choses dans une actualisation de ce qui potentiellement était là. Donc voilà, l'homme doit être en quelque sorte l'homme vertueux. C'est celui qui se perfectionne, c'est celui qui avance progressivement parce qu'il a couplé l'action de son âme, pas seulement à la dynamique de l'agir, c'est-à-dire au mouvement qui met en œuvre et en forme la matière, mais parce qu'il a couplé son âme à une dynamique de la vertu. C'est là l'épistémé d'Aristote, hein. C'est là qu'on repense le sens, si vous voulez, de sa logique et le sens même de la finalité de ce qui est. Pour lui, l'homme, c'est celui qui peut entrer en conformité avec le bien suprême qu'il tente à reproduire dans ses actes, ou en tout cas vers lequel il tend. Et on est dans une sorte de conceptualisme, hein. On est en train de conceptualiser les choses de manière à ce que la vertu, ce soit une disposition que chacun possède en soi, mais qu'il est utile d'actualiser dans les actes. Je vous lis un autre extrait. Donc, de l'aveu général, le bonheur est complet, se suffit à lui-même, puisqu'il est la fin de notre activité. Voilà. La finalité de quelque chose de bien fait, de vertueusement accompli, c'est le bonheur. J'ai presque envie de vous dire, c'est presque la définition de la bonne conscience. Voilà. J'avais le bois, je me suis appliquée, j'ai fait un beau meuble, j'y ai passé du temps. Il est beau,
mais je suis contente parce que dans l'acte de la fabrication, j'y ai mis plus que le simple plan à réaliser. J'ai mis un peu de moi. Et en même temps, si je suis l'être vertueux, eh bien, ça veut dire que je m'applique et que j'ai une satisfaction à, comment dire, à réaliser le bien ou à réaliser le meilleur de ce que je peux faire lorsque je le fais. Donc, mais peut-être tout en convenant que le bonheur est le souverain bien, désire-t-on encore avoir quelques précisions supplémentaires. On arriverait rapidement à un résultat en se rendant compte de ce qu'est l'acte propre de l'homme. Si le propre de l'homme est l'activité de l'âme, en accord partiel ou complet avec la raison, si nous affirmons que cette fonction est propre à l'homme vertueux, comme lorsque l'on parle du bon citared et du bon citared accompli à ses conditions, le bien propre à l'homme est l'activité de l'âme en conformité avec la vertu. Activité de l'âme en conformité avec la vertu. Définition de la vertu pour Aristote. La vertu est donc une disposition acquise, volontaire, consistant par rapport à nous, dans la mesure définie par la raison, conformément à la conduite d'un homme réfléchi. Voilà, consiste en nous, dans la conduite de la mesure. Et on en revient toujours à cette dichotomie qu'on retrouvait chez les Grecs. Rappelez-vous, il y avait d'un côté tout ce qui relevait de l'hubris, tout ce qui était de l'ordre de la démesure, de la passion, du désir et de l'envie. Et de l'autre côté, on trouvait la tempérance qui nous renvoyait à la, comment dire, au conditionnement ou à la hiérarchisation des désirs, si on fait référence à Épicure, mais pas seulement. On pensait que progressivement, on allait réduire les désirs, on allait réduire les passions, on allait contrôler tout ce qui est, comment dire, en nous, de l'ordre du sensible, de manière à entrer en rationalité. Et entrer en rationalité, c'est la tempérance de ces désirs. Tempérer ces désirs, c'est avoir la conscience de ce que nous sommes et de ce que nous devons faire. Et si nous le faisons en plaçant à l'horizon de nos actes la vertu qui est le suprême bien ou le souverain bien, eh bien, ça y est, nous sommes en adéquation avec la totalité qui est nôtre. La vertu, c'est l'horizon, mais un horizon qui nous permet aussi de nous redéfinir ou de nous repenser. Voilà, donc la vertu est donc une disposition acquise, volontaire, consistant par rapport à nous, dans la mesure définie par la raison conformément à la conduite d'un homme réfléchi. Elle tient la juste moyenne entre deux extrémités fâcheuses. La juste moyenne entre deux extrémités fâcheuses. L'une par excès, et oui, l'une par excès, et l'autre par défaut. Alors là aussi, c'est intéressant. Quand on utilise la notion de défaut, ça veut dire par manque de volonté, par, comment dire, ralentissement de la dynamique de l'agir, qui ferait qu'on viserait une vertu, on commencerait quelque chose, mais on ne le terminerait pas. Et le fait de ne pas terminer la chose, bah, ça nous en dit long, hein. Ça veut dire que quelque part, on arrête entre deux extrémités, et à ce moment-là, eh bien, on n'est pas dans la juste mesure, on n'est pas dans la vertu, et on passe à côté de ce que Aristote aime à nommer l'essence même de la chose en soi, à savoir l'essence, c'est la raison qui fixe la nature, hein, qui fixe la nature avec, bien entendu, l'idée d'une perfection possible. Agir en vue du bien, c'est agir en vue de la perfection et de vouloir aussi placer ses actes à un niveau de plus en plus élevé, comme si on pouvait se perfectionner dans le bien, comme si on pouvait améliorer en permanence la prestation, comme si finalement, il ne fallait pas se limiter à faire la chose, mais il fallait aller encore plus loin, la faire très bien. Alors, on sait que le Moyen-Âge s'est inspiré d'Aristote, vous le savez, hein, c'est inspiré d'Aristote parce que quelque part, on a pensé entre le XIe et le XIIIe siècle ce qu'on appelle la querelle des universaux. Et on a parlé de la querelle des universaux parce qu'il y a eu un conflit, j'ai envie de dire, entre les différentes thèses qui posaient la question de qu'est-ce que l'universel. Est-ce que l'universel est le concept? Et si l'universel est le concept, a-t-il une réalité autre que linguistique? Alors, qu'est-ce qu'un concept? Un concept, c'est une idée générale. Alors, est-ce que l'idée générale est un principe linguistique ou est-ce que l'idée générale dit la chose comme elle est ou à partir de ce qu'elle est et de son propre fond? C'est ça la problématique. Est-ce qu'à un moment donné, on pense les choses en vue du terme linguistique qui juge ou qui vise une fin, pardon,
pas qui juge, mais qui vise une fin, et où est-ce qu'en réalité le mot, enfin en tout cas l'universalité de la chose se fait à mesure que le mot lui-même s'emploie et se déploie dans de la signification. Je vais vous lire une citation. Les attitudes adoptées par les divers penseurs dans la querelle des universaux, qui dure depuis des siècles déjà, peuvent grosso modo être rangées dans les rubriques suivantes. Le réalisme avec deux variantes, l'extrême et le modéré. Le nominalisme également sous sa forme extrême ou modérée. Le réalisme extrême ou platonisant reconnaît l'existence d'objets généraux en dehors des choses perceptibles, autrement dit, en plus des individus perceptibles par les sens. Vous voyez, là, on est dans le réalisme extrême. Le réalisme, je vous l'avais dit l'autre fois, hein, le réalisme, c'est le réel qu'on a placé derrière le sensible, ou plutôt en haut, en deçà du sensible. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que les mots, les universaux que nous utilisons renvoient à, comme le disait Platon, à un réel, en tout cas une existence d'objets généraux en dehors des choses perceptibles. Alors, rappelez-vous, quand on a dit qu'il y avait un arrière-monde des idées, on a dit que cet arrière-monde des idées, aidéos, forme, nous ne l'avions pas ici-bas, puisqu'ici nous étions dans un monde sensible qui n'était pas capable d'accueillir la totalité de l'intelligible. Donc, ça voudrait dire que le réalisme extrême, c'est-à-dire la posture du réalisme, conçoit que les choses dont nous parlons, que nous évoquons, eh bien finalement, sont un peu incomplètes si on les laisse axées uniquement sur le plan du sensible. Je reprends donc la phrase. Le réalisme extrême ou platonisant reconnaît l'existence d'objets généraux en dehors des choses perceptibles, autrement dit, en plus des individus perceptibles par les sens. Voilà. Souvent, nous nous limitons, nous, lorsque nous pensons connaître la chose, à partir des sens, c'est-à-dire à partir des choses que nous en percevons. Hormis que, en partant de ce point de vue, on pourrait estimer par exemple que l'universel, c'est-à-dire l'homme en général, existe en dehors de Socrate, de Platon et d'autres personnes. Ça veut dire que chez Platon, il y a l'idée d'homme et ensuite il y a l'homme. Et parmi ces hommes, il y a effectivement Socrate. Vous voyez, désignation de l'un, qui fait partie d'une totalité des hommes, mais en même temps, qui n'est qu'une imitation de l'idée, hein, de l'idée même de ce que c'est qu'un homme. Le réalisme modéré, vous voyez, on va faire une petite nuance. Le réalisme modéré, autrement dit, qui prend modèle sur Aristote, vous voyez, on est sur une autre épistémée. Hein. Le réalisme modéré, autrement dit, qui prend modèle sur Aristote, reconnaît également l'existence d'objets généraux, oui, il y a des généralités, mais seulement dans les individus. En gros, il y a l'homme en général, réside donc pour le réalisme modéré en Socrate, en Platon et en d'autres individus, et n'existe pas en dehors d'eux. Alors, accrochez-vous parce que là, je sais que c'est un peu dur, mais en même temps, c'est pas si dur que ça. On est dans le monde sensible avec Platon. Platon nous parle des hommes, et quand il parle des hommes, il fait allusion à l'idée d'homme, qui est dans l'arrière-monde des idées, c'est-à-dire que là, c'est le réalisme extrême. C'est-à-dire qu'on n'accédera jamais à l'idée absolue, si vous voulez. Après, Aristote, réalisme modéré. Il n'y a pas d'arrière-monde de l'idée d'homme, il y a des hommes, au sens il y a des individus. Et il y a des individus plus spécifiques que d'autres. Hein. L'homme en général réside donc pour le réalisme modéré en Socrate et en Platon. C'est-à-dire que moi, je suis une femme, mais enfin, je fais partie des humains, comme d'autres. Et puis voilà, il n'y a rien en dehors de moi s'il n'y a pas le réalisme, s'il n'y a pas l'arrière-monde. Ça veut dire que j'incarne une idée d'homme. Toutefois, les deux variantes du réalisme reconnaissent l'existence des universaux extérieurement à l'esprit, c'est-à-dire indépendamment du fait de savoir si quelqu'un a jamais pensé un tel universel. Voilà. Les universaux, ça veut dire que quand on dit qu'il y a une idée générale d'homme, ben, il faut bien qu'on ait l'idée avant de pouvoir dire, si je vous amène un chat, vous avez une idée d'homme, vous dites non, Laurent, ça c'est pas un chat, tu vas pas nous dire que c'est un homme. Vous voyez, il faut qu'il y ait une idée qui préexiste, même si elle n'est pas dans l'arrière-monde au sens platonicien. Le nominalisme, au contraire, nie une semblable existence des universaux. Voilà. Pour un nominaliste, il n'y a pas d'universaux. Donc, il n'y a pas l'idée générale d'homme. Hein. Le nominalisme extrême
rejette, ce faisant, toute existence d'objets généraux en dehors de l'esprit. Donc, si j'ai une idée d'homme, c'est une idée que j'ai formée par mon esprit. Tandis que le nominalisme modéré appelle également conceptualisme, reconnaît leur existence dans l'esprit humain. Alors, là, c'est très, très important ce que je vous dis. Là, on est au, comment dire, au point le plus sensible de l'épistémologie par rapport à la, comment dire, à la distinction entre Platon et Aristote. Et en même temps, avec ce mouvement des nominalismes et de la fin du Moyen-Âge. Parce que n'oublions pas que le Moyen-Âge, c'est le moment où on a travaillé sur la logique aristotélicienne pendant des années. Et en travaillant sur cette logique, on en est arrivé à cette question, à cette problématique du nominalisme, et ça a animé des siècles de réflexion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On avait parlé de la pensée, on avait demandé « est-ce que je pense ?» Et quand je pense, qu'est-ce que je pense? Alors, imaginons, je suis Platon. Bon, faites un petit effort, hein. Je suis Platon. Quand je pense à l'homme qui est devant moi, lorsque je dis « ceci est un homme », je le dis en pensant que cet homme que je désigne là est un homme sensible. Si je le reconnais, je dis « tiens, c'est Jean-Marie », j'ai reconnu Jean-Marie parmi tous les hommes. À partir de ce moment-là, on est bien d'accord qu'il y a cet homme-là précisément que j'ai reconnu, des hommes qui sont là tout autour, et parmi eux, justement, je le remarque lui, je l'ai reconnu. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que si j'ai dit ces hommes qui sont devant moi, c'est que j'ai déjà distingué qu'ils ne sont pas des arbres, ni des chats, ni des cailloux. Donc, j'ai observé tout ça. Mais pour Platon, ce ne sont que des données sensibles parce que la réalité de l'homme, c'est une idée qui existe en dehors du monde sensible qui est devant moi. Aristote, réalisme modéré. Si je pense à l'homme, si je reconnais des hommes, et si parmi eux je reconnais Jean-Marie, c'est qu'initialement, sans qu'il y ait d'arrière-monde qui prédéfinisse les choses, etc., eh bien, c'est que j'avais déjà une idée de l'homme, sinon je n'aurais pas pu le reconnaître. Le nominalisme, non, il n'y a pas d'idée d'homme en dehors de moi, il y a juste un esprit qui peut concevoir une idée qu'on appellera homme. Et à partir de ce moment-là, je conçois l'idée quand je rencontre l'objet. Je reprends la citation. Le nominalisme, au contraire, nie une semblable existence des universaux, donc il n'y a pas d'idée qui préexiste avant. Hein. Le nominalisme extrême rejette, ce faisant, toute existence d'objets généraux en dehors de l'esprit. Vous voyez, il n'y a pas une idée qui existe en dehors, c'est moi qui fais l'idée pour le nominalisme. Tandis que le nominalisme modéré, appelé également conceptualisme, la faculté de créer du concept, reconnaît leur existence dans l'esprit humain. Ça, c'est un extrait du texte de Kotarbinsky qui explique les leçons sur l'histoire de la logique. Je vous donne un autre extrait pour que vous compreniez bien. Ce qu'on appelle le terminisme, ça vient du mot terme, hein, le terme homme, le terme, hein, bon. Le terminisme de Guillaume d'Occam ne semble pas différer de façon essentielle du consualisme d'Abélard. Simplement, de nouveaux arguments se manifestent ici. Avant tout, l'argument méthodologique appelé le rasoir d'Occam. Sa formule latine, fréquemment répétée aujourd'hui encore, est la suivante. Entia non sunt multiplicandanda praeter necessitatem, ce qui signifie « il ne convient pas de multiplier les êtres sans nécessité ». Donc, du moment que nous pouvons tout comprendre sans introduire d'autres objets que les individus, à quoi bon admettre en plus les objets généraux? Et il n'est pas vrai qu'en nous exprimant à l'aide de termes généraux, à l'aide de termes, autrement dit, de mots qui sont les signes des choses considérées avec leur signification, nous parlions de choses générales. En effet, les termes généraux désignent non les choses générales, mais les individus,
Le terme homme, ajoutons à titre d'exemple, désigne Socrate, désigne Platon, et non l'homme en général. Il n'y a donc aucune raison d'admettre, en plus de ces choses singulières, d'autres catégories d'existence, mais des catégories de mots. C'est la question de la grammaire et non une question d'ontologie. Toute science est par conséquent science des choses particulières. Eh oui. Ce qui veut dire qu'en épistémologie, quand on utilise un objet, il faut d'abord définir l'objet, définir de quoi l'on parle. Si je dis une idée chez Platon, vous comprenez de suite que je vous parle d'un arrière-monde, là où il y a l'idée qui est réelle, qui est vertu, qui est, comment dire, donnée mathématique, qui me permet de concevoir une définition dans l'ici-bas. Si l'idée ne préexiste pas, la rencontre dans l'ici-bas de la chose sensible n'est pas possible. On est donc dans un réalisme extrême. Chez Aristote, on l'a compris, si j'ai une idée, c'est que l'idée en général existe comme un concept presque en dehors de moi, mais que cette idée qui préexiste, elle n'est pas dans un arrière-monde. Non, c'est juste qu'il existait une idée d'homme avant même que moi, je dise ceci est un homme. Pour le nominalisme, c'est différent. Il faut que je rencontre les choses, que je puisse les nommer. Pensez au texte, au premier chapitre du Léviathan de Thomas Hobbes. Il faut que je puisse nommer la chose. Quand je la nomme, le mot finalement est l'expression d'un concept singulier dont je me suis forgé une idée. Donc, on a changé de méthode en quelque sorte. On nomme la chose et c'est parce qu'on la nomme qu'elle prend sens. Et d'ailleurs, rappelez-vous aussi ce que disait John Locke, qui disait que les idées sont comme des traces qui viennent marquer mon cerveau. D'ailleurs, plus tard, Leibniz dira aussi, nous sommes empiriques dans les 3/4 de nos actions pour dire que finalement, c'est l'expérience qui nous permet d'acquérir la connaissance d'un objet. Et pour rencontrer l'objet par l'expérience, eh ben, c'est là où on arrive à une impasse, j'ai envie de vous dire. C'est que pour rencontrer l'objet par expérience, eh bien, nous le rencontrons à partir d'une définition singulière. Et cette définition singulière qui ensuite doit renvoyer à une généralité ne renvoie pas à un universel en soi. Par contre, l'expérience que je fais de l'objet est une expérience qui sera unique parce que si je rencontre un homme et si je rencontre particulièrement Socrate au coin de ma rue, eh bien, je fais une expérience qui m'est propre. Et cette expérience qui m'est propre est une expérience qui ne peut pas être mise, en adéquation avec l'expérience que chacun d'entre vous pourrait faire s'il venait à croiser Socrate au coin de la rue. Certains diraient, je l'ai trouvé grand, certains diraient, je l'ai trouvé laid, certains diraient, oh là là, je lui ai parlé quelques minutes, il est prodigieux, ou certains diraient, je l'ai écouté parler, il était formidable. Bref, nous serions dans une relation bien particulière avec l'objet. Et c'est ça qui est intéressant, hein, c'est de comprendre qu'il y a des catégories d'existence qui renvoient à de la grammaire. Socrate est debout, Socrate est mortel, c'est de la grammaire, et la signification, eh bien, elle apparaît quand on entre dans la question d'une ontologie de la substance. C'est pour ça, vous l'avez compris, que tout ce qui est en puissance et qui n'est pas actualisé ne sera pas finalement ontologiquement fait ou concrétisé et restera qu'en puissance. Tout ce qui est virtuel n'est pas ontologique. Parce que pour être ontologique, il faudrait que ce soit, titoon, hein, rappelez-vous ce que disait Aristote, qu'est-ce que l'être? L'être, c'est ce qui est. Par conséquent, ce qui n'est pas, eh bien, soit c'est virtuel, ça aurait pu être, mais voilà. Soit, ben, finalement, on a abandonné la possibilité de le faire, et donc ça ne sera jamais. Donc, ce qui n'est pas, parce que virtuellement ça aurait pu être, eh bien, ça n'appartient pas de l'être, c'est du non-être. Voilà. Donc, on comprend maintenant, hein, on comprend qu'il y a dans la problématique d'Aristote et de Platon, la question, épistémologique, non seulement de la compréhension du langage, parce qu'on est dans une histoire de langage et de logique, mais ce langage renvoie à de l'idée et du concept. Pour le réalisme extrême,
l'idée et le concept sont dans un autre monde et existent déjà comme valeurs immuables, inchangées, éternelles, alors que pour celui qui est dans le nominalisme, la valeur est changeante presque tout le temps. Elle se construit à mesure que je peux nommer l'objet et que j'en ai une expérience, on va dire, particulière réalisée par l'esprit. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, je pense que la thématique aura été quand même assez complexe. Hein. On est parti de ce rapport à la compréhension de la nature, hein. Cette nature qui est, comment dire, composée d'êtres animés et d'êtres inanimés. Ceux qui sont inanimés, eh ben, ils sont mus par autre chose. Si je prends une pierre, c'est moi qui la déplace. Si on parle d'une planète qui est en mouvement, c'est parce que le premier moteur a mis le mouvement dans la totalité de la création. Ensuite, il y a une activité de l'esprit. Cette activité de l'esprit, eh bien, elle varie selon le degré d'intensité, de spécialité et de qualité de mon âme. Si j'ai une âme rationnelle, je peux rationaliser plus que si j'ai une âme végétative qui ne rationalise pas, mais qui est sensible à d'autres choses, la lumière du soleil, l'eau qu'il y a dans la terre, etc. Et à partir de cette distinction, on comprend qu'il y a des choses artificielles, des choses que l'homme peut créer, et qu'il va mettre du mouvement dans la matière et il y aura de la finalité. Et c'est cette finalité qui va me permettre de nommer la chose, hein, le bois, l'arbre, la planche, le meuble. Vous voyez, c'est 3 déclinaisons du bois, mais dites autrement parce que l'objet est différent. Et ensuite, il y a la possibilité de faire une idée générale qui se déduit à partir du syllogisme, mais nous sommes sur la forme du discours, vous l'avez bien compris. Nous, on parle d'ontologie et on se rend compte avec le rasoir d'Occam et cette période bien particulière du nominalisme, c'est-à-dire le Moyen-Âge qui pose la question et qui dit, finalement, si on n'a pas d'idée préconçue dans un arrière-monde de ce qu'est un homme, s'il n'y a pas une idée générale d'homme qui existe en dehors de ma pensée, avant même que je pense l'homme, eh bien, ça veut dire que c'est moi qui, au moment où je rencontre l'objet, me forme son idée. Et comme je me forme l'idée dans une rencontre unique avec le concept, il n'y a pas d'universel dans la définition du concept même. Il n'y aura qu'une idée générale qui n'a pas la prétention d'être universelle au sens d'élever un universel, c'est-à-dire comme si c'était un statut particulier qu'on pourrait donner à l'idée. Donc, vous voyez, l'air de rien, en deux cours, vous avez compris la différence entre le réalisme extrême, le conceptualisme, le terminisme et le nominalisme. Voilà. Ces 5 notions vous renvoient à des degrés de l'épistémologie. Et là où c'est intéressant, c'est que vous avez compris au moins, je l'espère, à la fin de mon exposé, qu'en fonction de l'auteur dont on va parler, on va se placer à partir d'une position bien spécifique. Si on parle par exemple de la conscience aujourd'hui, est-ce qu'on en parle à partir d'un réalisme extrême, à savoir qu'il y aurait une idée de la conscience préalable qui serait préexistante, et moi, je ne serais qu'une copie de cette conscience? Est-ce que je suis moi-même, à mesure que je fais des expériences, en train de constituer ma conscience? Voilà la question. Est-ce qu'on est dans un nominalisme? Est-ce qu'on est dans un réalisme? Ou alors, est-ce que la conscience, ce n'est qu'un concept? Un concept tellement complexe, puisque finalement, nous en ferions tous une expérience différente, mais malgré tout, cette conscience existerait. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne serait pas dans une sorte d'incapacité à définir ce concept, parce que finalement, il n'y aurait pas d'universalité du concept? Voilà. On serait un peu sur le terrain kantien, qui dit qu'il y a des antinomies de la raison et qu'au final, le moi est indéfinissable. Il est indéfinissable parce que la conscience en elle-même, si elle n'est pas de l'ordre du réalisme et si on n'est pas non plus dans quelque chose qui serait de l'ordre du nominalisme, si la conscience n'était que conceptuelle, eh bien, on a du mal parce que je fais une expérience unique de la conscience, comme vous faites vous-même une expérience unique de votre conscience. C'est ce qu'on verra dans le prochain cours avec Descartes. Mais comprenez bien que c'est extrêmement important d'un point de vue épistémologique de savoir à partir d'où l'on parle et comment on va définir l'objet à venir. Tout dépendra de ce que l'on place initialement derrière le concept. Et pour placer quelque chose derrière le concept, il faut prendre position. Il faut prendre position pour Platon
pour Aristote ou contre les deux, mais en tout cas, il faut pouvoir définir l'objet à partir duquel nous allons établir ensuite l'ordre du discours. Voilà. Vous comprenez bien maintenant ce que c'est, enfin, quand on pose la question comment dire, de définir à partir de quoi on parle, c'est-à-dire l'épistémologie, hein, épistémé, c'est le discours, et logos, hein, discours rationnel sur la science. Mais si je veux faire un discours sur l'homme, il faut que je dise de quoi je parle. Soit je dis que l'homme, c'est celui que je croise dans la rue, soit je dis que l'homme, c'est celui dont moi je fais l'expérience personnellement, l'homme gentil ou l'homme méchant ou l'homme ceci ou là, soit je suis en quelque sorte cette, comment dire, cette entité qui dit que la définition de l'homme existait par ailleurs, il était déjà prédéfini, il était déjà, comment dire, en pensée et en concept rationalisé, et donc il n'y a plus rien à en dire en fait. Il est tout ce que je ne suis pas. Puis ça vous permet de revoir le sens des choses. Et puis, si vous lisez un peu Platon ou si vous lisez un peu Aristote dans l'intervalle, notamment l'organon d'Aristote, ben, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça va vous parler. Hein. Et puis, je sais que vous n'allez pas lire du Occam aujourd'hui parce que c'est compliqué le nominalisme, mais si vous relisez un petit peu des extraits du premier livre du Léviathan, ben, vous allez avoir le rapport à l'empirisme tel que on le conçoit sur le nominalisme. Rappelez-vous que Hobbes disait que le nom, c'est comme une étiquette qu'on mettrait sur un pot de confiture. Alors ça, c'est vraiment intéressant comme exemple. Regardez, vous faites de la confiture, si vous ne l'étiquetez pas, ben, au bout d'un moment, surtout si vous avez fait des confitures d'un même type de fruits, des fruits rouges, mais quand vous regardez, si vous avez enlevé les pépins pour tout, vous ne savez plus si c'est de la framboise, si c'est de la myrtille, si c'est de la fraise. Parce que surtout si votre confiture vieillit, elle devient plus foncée dans le temps. Donc ça veut dire qu'un mot, c'est ce qui étiquette les choses. Et si on les étiquette pas, on les sait pas. Vous voyez, ça c'est le nominalisme. Et on voit bien qu'avec Platon, c'est pas le nominalisme. Pour lui, le pot de confiture en soi, il existe déjà. Et Aristote vous dit, le pot de confiture, c'est un concept qui existe parce que quand je fais de la confiture et que je mets dans un pot, pour moi, je l'ai déjà conçu. Je l'ai compris en fait, comme un acte d'esprit, sans aller chercher un arrière-monde, hein, parce qu'il y a une finalité dans la chose. Voilà. Donc ça, pour vous, c'est des postures en fait. Il faut que vous compreniez que quand vous faites de la philosophie, vous ne pouvez pas dire dans une même phrase que vous êtes réaliste et, je ne sais pas moi, conceptualiste. Parce que c'est un contresens. Si vous êtes conceptualiste, ça veut dire que vous créez le concept au fur et à mesure. Si vous êtes, enfin pas concept, pardon. Si vous êtes conceptualiste, le concept existe, mais il n'est pas en deçà, il n'est pas immanent, il n'est pas transcendant à vous, il est immanent à vous. Tandis que si vous êtes dans le réalisme pur chez Platon, le concept, il est déjà là-haut, il est immanent, il est transcendant, pardon. Donc on est dans 2 degrés. Donc soit vous êtes déjà dans le réalisme, Platon, soit vous êtes dans le conceptualisme et vous êtes chez Aristote. Mais vous ne pouvez pas être les deux. Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes et transcendant et immanent. Et en soi, ce n'est pas possible. Descartes, lui, va prendre une posture, et rappelez-vous, Emmanuel Kant va en prendre une autre. C'est le criticisme. Pourquoi il critique? Parce qu'il est obligé de suspendre son jugement. Il dit finalement, si je reste dans le concept, dans le nominalisme, je ne peux pas dire les concepts, puisque dans l'ordre du discours, le monde, je peux le dire fini et infini en même temps. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire l'expérience de ces choses-là. Et j'ai conclu là-dessus tout à l'heure. Lorsque je vous ai dit que finalement, le nominalisme, c'est l'expérience que je vais faire de la rencontre avec l'objet. Et cette expérience, elle m'est propre. Et j'ai pris l'exemple de la conscience. Je fais une expérience de ma conscience qui ne peut pas être l'expérience que vous faites, vous, de votre conscience. Voilà. Eh bien, on l'a bien compris pour Emmanuel Kant. La grosse difficulté à la fin, ça va être de dire oui, mais il y a des choses qu'on appelle des concepts. Moi, j'étais pour le concept. Et puis, je me rends compte que maintenant, au moment où je veux conceptualiser ces concepts, eh bien, j'y arrive pas. Et ça marche sur 4 choses. Le monde, moi, Dieu et la raison à tout connaître. Voilà. Donc, finalement, on est dans l'embarras parce qu'il ne peut pas y avoir les archétypes au sens, platonicien du terme. Et dans l'expérience, je suis limitée puisque je ne peux pas accéder à tout. Donc, le concept reste toujours incomplet, inachevé. D'où les antinomies de la raison chez Kant avec le suspens. Et il dit, finalement, conclusion,
je ne parviens jamais au noumen, c'est-à-dire que je n'arrive jamais à la définition, puisqu'il y a toujours quelque chose qui m'échappe. Si je pouvais construire du bonheur, je t'en ferais des tonnes, je t'en ferais des tours, j'en ferais des gratte-ciel.